L'équipe, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que pour moi, le closing, c'est 50% de technique et 50% de travail interne. La partie technique, je vous en parle tout le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que personne dans le monde du closing n'enseigne vraiment. La compétence numéro 1 d'un closer. Pas la gestion des objections, pas le pitch, pas la découverte. Le leadership. Parce qu'un closer, son vrai rôle, c'est pas de vendre, c'est de guider. Et pour guider quelqu'un, il faut une chose que la majorité des closers n'ont pas. Un équilibre interne assez solide pour que rien de ce qui se passe en appel ne te déstabilise. Et pour vous parler de ça, j'ai ramené le meilleur, Naïm Khelif, coach en charisme oratoire, lauréat du prix Confiance 2025. La personne la plus qualifiée sur le marché francophone pour vous expliquer comment développer ce leadership, cette présence, cette énergie qui fait que votre prospect vous fait confiance dès les premières secondes. Installez-vous, sortez un carnet et regardez jusqu'au bout de table. Parce que si vous l'apprenez, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir un état d'esprit. Un état d'esprit de gagnant. Un état d'esprit de personne qui prend des décisions, qui franchit le cap. Et ça, c'est insane. Ça, c'est incroyable. En tout cas, top, Akram, vraiment ce que tu fais et tout, franchement carré de fou, hein. Ouais, Merci ça beaucoup. y a personne sur Non, le marché bon. qui le fait, hein, donc franchement trop cool, Il est là, il est là. On va l'accueillir. Les gars, bonne image. La rediffusion, elle va partir sur YouTube. C'est-à-dire, si vous dites des conneries, ça va passer sur YouTube. OK? J'espère qu'il y a pas un missile Et derrière, hein. Shahid, dis rien, dis pas de dinguerie, hein. Let's go, les gars, je fais rentrer. Hello, Kevin Gali, Naïm. Yes! Hello, bienvenue à Hello, Alright, nickel, guys. est-ce qu'on m'entend? Naïm. Bienvenue à toi, Comment ça bro. va, les gars? Vous Super. m'entendez bien ou pas? Yes, super. On est au top, on est au top. Il y a pas mal de personnes là qui ont levé le micro, comme ça ils vont t'écouter. Je vais leur expliquer un peu comment tu vas présenter les choses. Je te donne la parole, je te laisse présenter. Parfait. Eh ben écoute, j'imagine que vous allez bien. Bon, vous n'allez pas tous vous présenter parce que j'imagine qu'on est un petit peu beaucoup là, 7 autres personnes également en attente sur le côté. Bon, peut-être que certains me connaissent, peut-être que d'autres me connaissent pas. Je vais me présenter très brièvement. Moi, c'est Khelif Naïm, a.k.a. le CR7 de l'éloquence. C'est comme ça que je me fais appeler sur les réseaux sociaux. C'est grand fan de CR7, Cristiano Ronaldo. Et comment je me suis fait connaître? Je me suis fait connaître grâce aux méthodes que j'ai utilisées en communication et en éloquence pour percer ultra rapidement sur les réseaux sociaux et exploser en stratégie organique. J'ai fait des concours d'éloquence, j'en ai remporté. C'est grâce à ça d'ailleurs que je me suis fait pas mal connaître. J'ai fait également du stand-up, de la conférence et des courts-métrages. Donc j'ai touché, si vous voulez, un 360 autour de la communication, dans tous les aspects de la communication, dans leurs formes les plus brutes. Et aujourd'hui, j'ai un accompagnement dans lequel j'accompagne infopreneurs, créateurs de contenu, entrepreneurs à péter sur les réseaux grâce à leur communication et ce que j'appelle, moi, le charisme oratoire. Alors, ça me fait très plaisir de pouvoir être avec vous directement aujourd'hui. On est une belle petite équipe. Je m'entends très bien avec Akram. Donc, quand il m'a proposé, ça a été directement de mon côté un go. Je me suis dit, bon, bah, let's go, c'est parti, on va échanger un maximum de valeur avec vous, les gars. Et le but, c'est que pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble, ensuite, on aura également un temps d'échange, de questions-réponses, où vous pourrez, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez papier, vous pouvez écrire vos questions en attendant, où on va pouvoir échanger tous ensemble. Vous pouvez également me couper, m'interrompre pendant la présentation. Le but, c'est que on soit en échange, en discussion. Je trouve qu'on progresse plus lorsqu'on est sur les temps d'échange plutôt que sur des cours un petit peu académiques comme on fait à la fac. Moi, c'est pas ma manière de procéder. Donc, la personne qui a une question, qui a envie d'interagir, qui a envie de rebondir à ce que je dis, n'hésite pas, tu peux parler. Ça sera avec grand plaisir que je m'occuperai de te répondre. Akram, tu m'avais passé les points que vous aimeriez bien aborder. Donc, Yes. moi, ce que je me suis noté de mon côté, je me suis noté quelques points pour pouvoir, qui sont intéressants à aborder par rapport à ce que tu m'avais dit. Moi, j'ai une manière un petit peu différente des autres d'aborder la prise de parole et d'aborder l'éloquence. Je vais vous faire un petit graphique camembert au tableau. Voilà, j'ai un tableau qui est juste ici. C'est ici que je fais certaines de mes vidéos et également que je fais. Là, je suis en train de tourner des modules de formation. Donc, c'est ici que je suis en train de tourner. Donc, j'en profite directement pour vous illustrer ça avec un schéma, avec un tableau le plus précis possible. Alors, j'imagine que vous connaissez les graphiques camembert. Là, si je le sépare en deux, alors, la communication, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses. Je crois qu'on ne distingue pas la couleur. C'est pas grave, hein. C'est pas grave si on ne distingue pas la couleur, vous inquiétez pas, les gars. Le but, c'est que juste que vous compreniez un principe clé, un principe fondamental de la communication. Euh, 50% de la communication, elle est ici. Et de l'autre côté, il y a également 50%. Donc là, on a séparé en deux parties distinctes, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Les 50% ici, c'est savoir parler. Donc c'est simple,
c'est toutes les techniques relatives à l'expression orale, à l'éloquence, les techniques de rhétorique que vous allez pouvoir utiliser. Vous voyez la posture que j'ai, la communication non verbale que j'ai avec mes mains, l'intonation que je vais avoir avec la voix. Ça, c'est tout ce qui va être relatif à la prise de parole, à l'éloquence, la capacité à savoir parler. Sauf que la plupart des personnes, lorsqu'elles veulent apprendre l'éloquence, la communication, se concentrent uniquement sur cette partie-là. C'est-à-dire, savoir parler. Je suis sûr que quand, vous avez entendu, éloquence, vous vous êtes dit: «Bon, bah, je vais mettre un crayon ici sur la bouche et essayer de parler comme ça». Je pense que vous avez déjà vu des techniques comme ça sur les réseaux sociaux. C'est sûr, on est tous déjà tombés dessus. OK, c'est bien, apprendre à articuler, apprendre, la communication paraverbale, verbale et non verbale, on verra ça juste après. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important, ou du moins tout autant important et pas à négliger, c'est la capacité à savoir. Est-ce que quelqu'un a une idée? J'en ai déjà parlé en vidéo, peut-être si vous êtes déjà tombé sur mon contenu, vous avez déjà vu, quelqu'un a une idée ou pas? Personne? No idea. OK, bah, je vais vous spoil alors. C'est savoir-être. Là, vous vous dites: «OK, où est-ce que je veux en venir exactement?» Eh ben, on va y aller tout de suite. Savoir parler, c'est bien, savoir être, c'est mieux. Quand vous regardez tous les grands orateurs, les personnes qu'on a envie d'écouter, les personnes qui, là, vous êtes des closers aujourd'hui, donc vous allez vous retrouver face à des prospects et votre but, ça va être de passer, enfin faire en sorte que le prospect devienne client. Et pour que le prospect devienne client, votre but, certes, c'est de bien communiquer et de l'amener à réfléchir, mais votre but également, en tant qu'orateur, parce que vous êtes des orateurs, vous êtes des communicants, lorsque vous êtes des closers, c'est également de savoir être. C'est-à-dire, plus vous avez une identité forte, plus vous êtes capable de convaincre et de persuader la personne qui est en face de vous. Avoir une identité forte, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de faire preuve d'assurance, être capable de faire preuve de confiance, être capable de faire preuve d'estime et être capable de savoir gérer son stress. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de communiquer de la meilleure façon possible. Vous devez le remarquer, une personne qui est capable de parler avec assurance est forcément une personne qui est écoutée. Une personne qui est capable de parler avec assurance est forcément une personne qui sera d'emblée beaucoup plus écoutée. Vous prenez tous les orateurs, toutes les personnes qui, grâce à leur communication, sont capables de convaincre les gens, sont des personnes qui sont capables de parler avec assurance. Et tout ce qui va être assurance, confiance en soi, estime de soi et gestion du stress, ça va venir ici dans le savoir-être. Et si vous savez maîtriser ça, vous maîtrisez 50% de la communication. On a tous, je pense, un oncle, un cousin, un frère, un ami, et dès qu'il prend la parole, il fait preuve d'un certain charisme, tout le monde a envie de l'écouter. Parce que la manière dont il raconte les histoires, la manière dont il se comporte, ça inspire énormément. Moi, je vous prends l'exemple, moi c'était mon grand frère. Quand mon grand frère il me racontait des histoires, j'étais tout le temps scotché à ces histoires, pas parce que c'était le meilleur orateur et parce qu'il connaissait des techniques d'éloquence, mais parce que il avait un savoir-être puissant. C'est-à-dire qu'il savait inspirer parce qu'il avait vécu des expériences, parce qu'il avait des choses à raconter et parce qu'il avait une manière en fait assurée et confiante de s'exprimer lorsqu'il prenait la parole. Et ces personnes-là, on en a tous dans notre entourage. Et c'est pour ça que le premier aspect, c'est d'abord être capable de travailler sur ça, le savoir-être. Et une fois que vous avez travaillé sur le savoir-être, automatiquement, ça vous débloque une grosse partie. Pour ça, je vais effacer. Il faut d'abord savoir différencier deux choses. On nous dit qu'il faut impérativement avoir confiance en soi lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on prend la parole. Sauf que on se demande comment est-ce qu'on est censé avoir confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est la base de tout, hein, c'est la base d'un orateur. Lorsque vous voulez être éloquent, lorsque vous voulez être un bon communicant, il faut avoir confiance dans les arguments que vous êtes en train d'avancer. Quand vous êtes en train de traiter des objections, il faut avoir confiance dans votre capacité à traiter ces objections. Et la confiance en soi est souvent confondue avec l'estime de soi. C'est important de savoir différencier estime de soi de confiance en soi. Quelqu'un sait c'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Peut-être que vous avez des idées? Bah, Non, personne? estime de soi, c'est ce que tu penses de toi-même, non? Genre, qu'est-ce que tu te dis OK. tous les jours? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme un gagnant? Est-ce que tu te vois, est-ce que tu te visualises comme cette personne que tu as envie d'être? Et Mmh. comment tu te vois au quotidien? Qu'est-ce que tu dis à toi-même? OK. Donc ouais, l'estime de soi, ouais, c'est plus interne. OK, c'est comment tu te vois. OK, très bien. Et quelqu'un a une idée de ce que c'est la confiance en soi? La confiance C'est en quoi soi, la différence entre les deux? je pense que la Ouais. confiance en soi, c'est plus une confiance en ses aptitudes. Donc c'est en ses skills, c'est en ce qu'on est Mmh. on est capable de faire. Quand on est sûr de sa force, quoi. Mmh. Et OK. l'estime, ouais, l'estime du coup, ça serait plus, interne effectivement. C'est, comment on se voit, comment on se perçoit et à quelle échelle on place
Ça a à voir avec de l'ego et du respect, je pense. Bon, je sais pas comment formuler Ok, exactement, mais c'est ça l'idée. ok, compréhensible. Eh ben, vous avez à peu près raison. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est tout ce qui va être relatif à l'amour-propre que vous avez envers vous-même et dans le fait que vous êtes au courant, que vous êtes capable d'atteindre n'importe lequel des résultats, si vous avez la bonne méthodologie et que vous avez assez de répétition et de volume sur cette même action. Et tu peux avoir beaucoup d'estime pour toi-même, mais très peu de confiance envers toi. C'est assez paradoxal, mais c'est important de comprendre la nuance. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'estime envers moi-même parce que j'ai réussi à accomplir des choses qui me poussent à avoir de l'amour envers moi. Je sais que je suis capable, si j'applique la bonne méthode, que je suis assidu et que je mets beaucoup de volume sur ça, que je vais pouvoir atteindre les résultats que je veux. Donc j'ai beaucoup d'estime pour moi-même. Mais par contre, si on me demande demain de faire du pole dance, je vais avoir très peu de confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait du pole dance de ma vie. C'est normal. Parce que du coup, la confiance en soi, elle vient de l'action. Aristote, grand penseur, philosophe de la Grèce antique, qui nous a beaucoup parlé de communication, de rhétorique et d'éloquence, nous a dit mot pour mot que la confiance en soi vient de l'action et pas l'inverse. On attend parfois d'avoir confiance en soi pour faire les choses, alors qu'en réalité, c'est en faisant les choses qu'ensuite on a confiance en soi. Donc c'est un peu paradoxal, mais attendre le bon moment pour faire la chose, c'est typiquement la manière de procéder qui t'empêche d'avoir confiance en toi dans la chose. Donc vous, en l'occurrence, en closing, pour avoir confiance en vous, dans votre capacité à closer, il faut closer un maximum de fois. Et également travailler sur votre capacité à avoir assez d'estime envers vous-même pour être convaincu que si vous répétez un nombre assez incalculable de fois et que vous mettez un volume dérisoire sur la quantité d'actions que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir avoir confiance en vous sur cet aspect-là. Ça, c'est le premier point extrêmement important à relever. La nuance entre estime de soi et confiance en soi. Et pour cela, il faut répéter un maximum d'actions. Un maximum. Par exemple, pour vous, pour les objections, vous allez devoir les travailler. Plus vous les travaillez souvent, plus vous allez pouvoir avoir des mécanismes. La visualisation peut jouer un rôle dedans. Un rôle dans quoi exactement? Dans l'estime, dans la confiance? Ok, dans la confiance. La visualisation peut avoir évidemment un impact. Ça a été prouvé en plus de ça, je ne sais pas pour ceux qui ont lu Influence et manipulation, Robert Cialdini. Robert Cialdini nous parle de plusieurs concepts, mais il nous parle également du principe de visualisation et il nous parle également surtout du principe, un principe qui est clé, fondamental, dont on parlera juste après, qui est un principe de cohérence. Le cerveau cherche à être cohérent. C'est pour ça que lorsque vous arrivez en appel de closing et que vous dites ouais, ok, super, aujourd'hui, Thibaut, j'ai une super énergie aujourd'hui, je suis content d'être avec toi. Le fait que vous le verbalisez, votre cerveau va chercher de la cohérence. Et puisqu'il cherche de la cohérence, ensuite, vous allez, sur le reste de l'appel, aligner vos actions avec ce que vous avez dit en début d'appel. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on commence des nouvelles résolutions, qu'on a envie de mettre des actions en place, on... moi, ce que je préconise tout le temps, c'est ce principe-là. C'est le principe d'engagement. Je ne sais pas si, par exemple, vous êtes engagé au sein de l'accompagnement d'Akram en tant que closer à atteindre tel ou tel résultat, mais lorsque vous vous engagez vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même au début d'une activité, forcément, vous avez beaucoup plus de chances de la réaliser. Si demain j'ai envie de perdre 10 kilos parce que je suis obèse et que mon but est d'aller à la salle de sport tous les jours, alors je vais m'engager publiquement. Je vais dire à ma famille et à mes amis, ok, très bien, à partir du 23 novembre 2025, par exemple, je te dis une bêtise, je vais aller à la salle 5 fois par semaine et je vais perdre 10 kilos. Étant donné que le cerveau est bien fait et qu'il recherche forcément la cohérence, inévitablement, vous allez vouloir vous aligner avec ceci. Et c'est pour ça que lorsque vous arrivez avec une bonne énergie, il est important de le verbaliser. Parce que lorsque vous le verbalisez, ensuite votre cerveau le comprend et vous allez mettre les actions en place qui vous permettent inévitablement de rester aligné avec ça. Ça, c'est primordial. Pour beaucoup aussi, vous avez parlé de stress. Est-ce que vous avez des choses à... Vous voulez réacter par rapport à tout ça? La confiance en soi, l'estime. Yes, Thomas. Ouais, moi, ma question, c'est, tu sais, dans ta journée ou même dans ton mois, il y a des jours où tu vas bien, des jours où tu vas mal, des jours où tu vas bien, des jours où tu vas mal, à cause de l'interne ou de l'externe. Comment tu fais pour garder justement, même quand tu es en down, le même niveau, entre guillemets, soit d'énergie, soit de confiance en toi, soit d'estime, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur ce que tu vas faire dans ta journée, en fait. Parce que c'est vrai que je pense que la chose la plus compliquée, c'est qu'une fois, bon, tu sais qu'il y a des fois où quand tu es bien, ça se répercute sur tes résultats, tu es plus à l'aise, etc. Mais les fois où tu es mal, ça se répercute aussi. Donc, comment tu fais pour
ne pas être en irrégularité et être toujours Hmm. constant sur tout ça? C'est une excellente question, Thomas. Merci beaucoup à toi pour cette question. Et ta question a énormément de sens parce que en fonction, moi par exemple, je sais que par exemple, quand je close sur mon offre, quand je fais ça le matin, j'ai zéro énergie, j'ai zéro motivation, j'ai zéro envie et forcément ça impacte sur mes résultats négativement. Et étant donné on n'a pas toujours le même niveau d'énergie, le même niveau de concentration, ça va être compliqué de tout le temps avoir cette confiance en soi qu'on va avoir. Et je vais te dire la vérité, c'est que si tu veux tout le temps avoir les mêmes performances, ça sera impossible. Honnêtement, ce sera pas possible et parfois, en fait, tu vas contre-performer. C'est pour ça qu'il faut toujours se baser, avoir une base, avoir un repère, suivre le même process et garder en fait les mêmes mécanismes si tu veux, de routine. C'est-à-dire que si avant un appel de closing, tu as pour habitude de te comporter de telle ou de telle manière, et ben, tu gardes ça inévitablement à chaque fois. Si tu es de mauvaise humeur, que tu as pas envie de faire la chose, et ben, tu vas garder la routine où tu arrives et tu dis: «Oh nickel, let's go, je suis super bonne humeur, et ben, c'est parti, on va pouvoir commencer ensemble». Parce qu'en fait, le fait de le verbaliser, automatiquement, ça renvoie au principe de cohérence et ça te permet de rester aligné avec ce que tu as dit. Mais je vais être 100% transparent avec toi. Inévitablement, tu ne vas pas toujours être de la meilleure forme possible, en forme olympique, et tu vas pas avoir tout le temps les meilleurs résultats, et ça, c'est sûr. On cherche pas à être 100% performant tout le temps. Le but, c'est d'être le plus performant possible, le plus souvent possible. Tu regardes Cristiano Ronaldo, tous ses matchs de foot, il n'est pas tout le temps le meilleur. Il n'a pas eu des ballons d'or chaque année. Par contre, quand tu prends sa moyenne, le gars, en termes de moyenne générale, il est ultra bon. Et c'est exactement la même chose en communication. Des fois, tu vas contre-perf, et c'est pas parce que tu contre-perf qu'il faut en faire une généralité et qu'il faut ensuite que ça pénalise tes prochaines prises de parole. Ok, donc en fait, l'idée, c'est d'identifier ce qui fait que des fois, tu es dans une bonne énergie. Donc, ça peut être des choses que tu fais, des choses que tu écoutes, etc. Et les moments où tu es Mhm. en down, pour limiter la casse, pour être en gros pas dans les deux extrêmes, bah, répéter ces choses pour brain un petit peu ton cerveau et te dire, OK, j'essaye au moins d'être en mode middle pour que ça se passe le mieux possible, même si je ne serai pas performant comme quand je suis de super bonne énergie. C'est ça? Bah, évidemment, si tu vois que à chaque fois que tu prends un appel après manger, bah, tu n'es pas en forme, le but, c'est de comprendre en fait ce mécanisme-là qui fait que tu n'es pas en forme, de l'isoler et bah, comme une objection, de l'isoler, de le traiter. Et comment le traiter? Bah, c'est faire en sorte de ne plus prendre des appels de closing quand tu es en mauvais état et de le faire uniquement quand tu es dans de bonnes conditions. Et après, évidemment, que tu peux toi te challenger. C'est ce qui participe également à l'amélioration de ton estime que tu as envers toi-même et de la confiance que tu as quant à l'activité que tu es en train d'exercer, c'est de te challenger toujours progressivement, parce que c'est important de garder cette progressivité sur aujourd'hui ce qui te met en difficulté. Si aujourd'hui, tu as des difficultés à prendre la parole dans tel ou dans tel contexte, alors ton but, ça va être de le répéter assez de fois pour que ça devienne facile pour toi. Ok, top. Merci. Ensuite, les gars, quelqu'un a une autre question? Igor Martinez. Tu as parlé au début également de gestion de stress. Est-ce que justement Mhm. tu as des tips par rapport à ça? C'est vrai que quand on est en down, moi en tout cas là j'ai passé une période compliquée niveau lead, c'était pas fou. Du coup j'ai ressenti que je perdais beaucoup de confiance durant mes appels de closing. Comment est-ce que toi tu fais du coup pour gérer ce stress et justement l'apprivoiser? Ouais. Bah, justement, j'allais en venir par rapport à ça. Ouais, Akram, si tu as envie d'interagir par rapport à tout ça. Yes, juste, je vais rajouter un autre truc, parce que c'est vrai que pour moi et ma vision des choses dans le closing, c'est que la moitié, c'est de la maîtrise interne, comme tu dis, Naïm, et la moitié, c'est des skills de vente. Donc, il y a cet aspect Mm. stress, et il y a cet aspect aussi, comment est-ce que les closers peuvent faire pour être détachés à 100% de la commission et Mm. être vraiment ce leader dans ces appels, tu vois. Malgré le fait Mm. que bah, il y a les downs externes. Yes. Ok. Bah, déjà, pour revenir par rapport au stress, ouais, Catherine? Oui, ben, bonjour. Je Bonjour. rejoins aussi Igor. Comment, en fait, quand on a une période un petit peu longue voilà, Mm. de down, comment se détacher de ça et revenir bien, en fait, pour être regagner, en fait, de la confiance et repartir se remettre à zéro, en fait. Tu Mm. vois, Yes. un reset. Ça, c'est un petit peu tout le principe. Tout le monde se pose cette question-là, mais parce que la majorité des gens ne comprennent pas réellement ce que c'est que le stress. C'est-à-dire que, en réalité, le stress, on cherche à l'inhiber. C'est-à-dire que lorsqu'on ressent du stress, on se dit comment est-ce qu'on supprime totalement le stress pour faire en sorte de parler de manière assurée, avec confiance et détaché de la vente, en l'occurrence la commission. Sauf que, en réalité, le stress,
il ne faut pas le voir comme ça. Parce que le stress, vous devez le savoir, c'est un signal, c'est une hormone, c'est le cortisol. Et le stress, aujourd'hui, il y en a deux types. Il y a le stress aigu et le stress chronique. On va s'attarder sur ces deux types de stress-là. J'écris très mal, hein. Le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est ce que vous allez ressentir et ce qui va vous permettre d'entrer ce qu'on appelle en état de flow. Vous savez tout ce que c'est, je pense, l'état de flow. C'est un état de concentration maximale dans lequel vous vous sentez tellement bien que vos capacités sont à leur plein potentiel à chaque fois. Et lorsque vous allez entrer dans cet état de flow, vous êtes ce qu'on appelle sur la base du stress aigu. Donc, c'est-à-dire que votre cortisol vous envoie, ou plutôt votre corps vous envoie de l'adrénaline. Cette adrénaline, vous allez la ressentir, vous allez avoir un peu plus chaud, vous allez avoir les mains un peu plus moites, le rythme cardiaque qui s'accélère, et vous allez être concentré pour passer à l'action. Et la dangerosité de tout ça, c'est quand tu ressens du stress aigu et que tu n'es pas capable de passer à l'action. Alors, ce stress aigu devient du stress chronique. Donc, c'est-à-dire l'anxiété, l'état dans lequel tu te sens où tu n'es pas bien au quotidien, que tu accumules de la pression, tu accumules de la fatigue et tu te sens pas du tout bien. Par exemple, moi, ça fait quelques semaines où je procrastine des tâches que je devrais faire tous les jours. Et parce que je procrastine des tâches, et quand je repense à cette procrastination-là, eh ben, je ressens une décharge en fait de stress aigu qui me dit, Naïm, il faut que tu te bouges le cul et que tu passes à l'action et que tu fasses cette tâche-là. Et étant donné que je procrastine, le stress aigu, s'accumule, il s'accumule et il s'accumule jusqu'à devenir du stress chronique, c'est-à-dire un état dans lequel je me sens pas bien et je suis maintenant incapable de passer à l'action. Alors, le but, vous, c'est quand vous ressentez du stress aigu, c'est directement de passer à l'action et c'est directement de traiter en fait la cause de ce stress-là. Parce que si vous ne traitez pas la cause de ce stress-là, alors ce stress-là s'accumule et devient en réalité du stress chronique, ce qui vous empêche à la finalité d'être 100% à votre plein potentiel, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Vous avez compris la nuance entre les deux? J'ai très bien, moi personnellement, j'ai très bien compris, c'est très pertinent. Ouais. Et si on se retrouve dans un état de stress chronique, on a une anxiété, on va dire, entre guillemets, permanente, est-ce qu'il y a des moyens de justement la désamorcer pour pouvoir voilà, repasser à un état où on utilise le stress à bon escient? Ouais, c'est exactement en fait comme et je pense qu'on a tous TikTok ou Instagram et parfois on se retrouve dans la bulle algorithmique de ces applications-là et on scrolle pendant 10-20 minutes et on regarde l'heure et en fait il s'est écoulé 1 heure, 2 heures, 3 heures. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Vous êtes putain, vous êtes devant votre téléphone, vous avez l'impression que vous êtes tellement plongé dedans, vous êtes tellement plongé dedans, tu peux parler hein, si jamais. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que vous êtes tellement plongé dedans que vous avez l'impression que tout ce qui est autour, le temps, en fait, vous perdez la perception du temps. Et dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est d'éteindre son téléphone, c'est de se reconnecter, pourquoi pas aller prendre une douche, pourquoi pas aller marcher dehors. Et ça te permet de reprendre connexion avec le temps, avec l'instant présent. C'est exactement la même chose avec le stress chronique. Quand vous ressentez dans ce genre d'état-là, le mieux à faire, moi personnellement, ce que j'adore faire, c'est que je prends une feuille de papier, je m'assois sur mon bureau et je note absolument tout. Pourquoi? Parce que la rédaction précède toujours l'oration. Le fait d'écrire, et ce de manière journalière, ça te permet d'avoir des idées beaucoup plus structurées, beaucoup plus pertinentes, et lorsqu'ensuite tu les envoies à l'oral, alors tu as une pensée qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus impactante. Ça, vous allez le voir. Si vous prenez pour habitude tous les jours d'écrire sur une feuille de papier, on va dire 1 page par jour, c'est un petit peu la base, vous allez voir que niveau communication et niveau clarté mentale, vous allez être beaucoup plus performant. Je ne sais pas si déjà certains d'entre vous procèdent comme ça, mais c'est vraiment un game changer. J'aimerais, est-ce que ça a à voir aussi, parce que moi j'ai un petit souci que je retrouve dans mes calls, c'est justement le fait de, entre guillemets, pas bégayer, mais devoir dire plusieurs fois les mots ou chercher mes mots. Et j'aime pas du tout, en fait. Voilà, comme maintenant, tu vois, je vais chercher un mot, etc. Je vais devoir marquer un temps et il y a de l'hésitation. Et pour être fluide, on va dire, dans sa communication, qu'est-ce que tu préconises? Si ça fait partie de ta présentation, Naïm, on verra peut-être sur la Ah présentation. ouais, peut-être, ça sera plus C'était quoi exactement la question? de Le la début? fluidité dans l'oration. Et justement, Ouais, quels sont je vais y venir. T'inquiète pas, Ok, pas ça de souci. je vais y Ah, venir. super. Ça, t'inquiète pas. Moi, Alors, ma question, Naïm, c'était par rapport à ce que tu écrivais sur justement ta feuille de papier. ouais. Qu'est-ce que tu écris exactement?
Tu décris comment tu ressens le stress chronique? Ouais, en fait, il faut vraiment que chacun d'entre vous voyez votre cerveau comme un ordinateur et le carnet ou la feuille comme un disque dur externe. C'est-à-dire que ton cerveau, c'est comme ton ordinateur. Tu vas pas stocker 3 téras sur ton ordinateur. Le but de ton ordinateur, c'est de te permettre d'effectuer des recherches, d'être puissant, de réfléchir et de traiter des problèmes. C'est exactement la même chose avec ton cerveau. Et si tu stockes beaucoup trop d'informations dans ton cerveau, il est épuisé et pour sa fonction première, il n'est pas capable de la faire. C'est-à-dire sa fonction première, avoir les bons arguments, faire preuve de spontanéité, être capable d'improviser lorsqu'il faut le faire et de communiquer de la bonne manière. C'est pour ça que moi, ce que je préconise à chaque fois, c'est d'acheter ce que j'appelle le carnet de l'orateur. Vous avez un carnet et tous les jours, vous écrivez une page. Par exemple, là, on est le 28 février, vous allez écrire 28 février et en dessous, vous le voyez comme un journal intime. Vous écrivez absolument ce que vous voulez. Vos pensées négatives, vos pensées positives, vos projections vers l'avenir, une histoire, une anecdote, une histoire qu'on vous a racontée, peu importe. Le but, c'est, étant donné que la rédaction précède l'oration, de toujours être capable d'écrire sur ce bout de papier et ce de manière journalière. Vous verrez que c'est vraiment un game changer. Ensuite, je vais vous parler. Maintenant qu'en fait on a vu tout ça, on a vu un petit peu, l'identité, qui vous êtes et le fait de parler avec assurance, je vais vous parler d'un principe, fondamental. Peut-être que s'il y en a qui ont déjà fait des études en sciences, connaissent le mot, homéostasie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? OK, Catherine, ça lui dit quelque chose. L'homéostasie, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est un mot que j'ai découvert lorsque je faisais des études je faisais de la physiologie à la fac. Et on parlait d'homéostasie et on disait que l'homéostasie, c'est tout ce qui se passe dans notre corps, c'est un équilibre. Ça veut dire que toutes vos cellules sont en homéostasie. Et si il y a plus d'équilibre, alors le corps il part en cacahuète et là vous avez par exemple des symptômes grippeux, vous pouvez même mourir, vous pouvez avoir des maladies, etc., etc. Je ne suis pas un pro en médecine, mais pour vous faire en gros dans les grandes lignes, l'homéostasie c'est un principe d'équilibre clé en science. Et ce principe d'homéostasie-là, il s'applique également à la prise de parole. Comment et pourquoi? Je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Moi, j'apprends pas uniquement l'éloquence ou l'art oratoire. Je n'apprends pas uniquement le charisme, j'apprends la compétence la plus essentielle qui est le charisme oratoire, qui est selon moi la compétence universelle, implémentable et applicable à absolument tous les secteurs d'activité à partir du moment où il y a du lien social. Et en closing, il y a du lien social. En séduction, il y a du lien social. En négociation, il y a du lien social. En discussion, il y a du lien social. Peu importe. Dans tous les tafs, aujourd'hui, il y a du lien social. Donc c'est pour ça que c'est la compétence la plus essentielle qui existe. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne aujourd'hui est vue comme une personne charismatique? Vous savez, le charisme, ça vient de la religion. C'est-à-dire que les charismes, c'était les saints religieux et il y avait certaine forme d'énergie qui tombait du ciel et qui leur permettait d'avoir ensuite une parole prophétique pour guider les masses. Donc en fait, le charisme, à la base, on a l'impression que c'est inné parce que c'est un terme religieux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les personnes qui sont dotées de charisme ont quelque chose de naturel, d'inné, qui ne s'apprend pas. Alors qu'en réalité, le charisme, ça s'apprend. Et je pense que l'une des meilleures façons de définir le charisme, c'est tout simplement par l'homéostasie, l'équilibre. C'est-à-dire que votre équilibre interne ne doit jamais être perturbé par l'environnement externe. Parce que ce qui se passe autour de vous, vous ne le maîtrisez jamais. La manière dont un prospect réagit, vous ne pouvez pas le maîtriser. Si aujourd'hui la météo est clémente, vous ne pouvez pas le maîtriser. Il y a plein de choses que vous n'allez jamais pouvoir maîtriser, les réponses des autres. En revanche, vous allez pouvoir maîtriser quelque chose de fondamental, votre équilibre intérieur, votre manière de réagir vis-à-vis des situations délicates. Et une personne charismatique, donc dans son sens, dans son étymologie propre, hein, une personne qui guide, et vous, en tant que closer, votre but, c'est également de guider. C'est une personne qui ne se laisse jamais distraire par son environnement extérieur. Au contraire, elle s'en sert pour ajuster sa parole, mais ne jamais se laisser distraire et ne jamais se laisser déconcentrer. Et pour ça, peu importe ce qui se passe autour, toujours garder cette attitude-là de personne qui a confiance en elle. Et ça, c'est primordial. Vous devez être assuré, peu importe le contexte, et vous verrez que ça fera toute la différence dans chacune de vos prises de parole, et vous allez être perçu différemment par les autres. Ça, c'est vraiment le must-have à avoir. Maintenant que vous avez compris ça, je vous refais un camembert, cette fois-ci un peu différent. Voilà, parfaitement. Et je vais y inscrire quelques pourcentages.
Est-ce que déjà vous avez bien compris en fait ce principe d'identité, le fait de travailler sur qui on est avant de savoir parler et d'apprendre les techniques? Ok, nickel, parfaitement. Alors, la communication, si vous voyez bien le graphique que je vous ai fait, c'est structuré, et ce, d'après le chercheur docteur allemand Albert Mehrabian, en 3 grandes parties comme celle-ci. Ici, on a la communication qui est dite verbale. C'est 7% de la communication, c'est-à-dire les mots que vous allez employer. Utilisez le mot, je sais pas, noble, au lieu d'utiliser le mot bourgeois. Vous voyez, c'est des détails, mais ça représente uniquement 7% de la communication. Donc les mots en soi n'ont pas tellement d'importance. Ensuite, 38%, c'est ce qu'on appelle la communication paraverbale. Et ça, par contre, ça va être essentiel pour vous. Mais quand je dis essentiel, c'est vraiment essentiel. D'autant plus que vous êtes en vidéo, quand vous êtes amené à exercer vos fonctions. Donc, on ne va pas tellement voir votre communication non verbale entière. Donc, la communication non verbale, c'est là que toute votre énergie va passer. Et qu'est-ce que c'est que la communication paraverbale? C'est l'intonation, le rythme, l'intensité, les silences, le débit de parole. Toutes ces choses-là, c'est la communication paraverbale. C'est l'effet que vous allez donner à vos mots lorsqu'ils sont prononcés de votre bouche. Et 55%, c'est la communication non verbale. C'est-à-dire mon sourire, mes expressions faciales, comment je me tiens, ce que je fais avec mes mains, ma posture. Toutes ces choses-là, ça représente la communication non verbale. Et si vous maîtrisez ces 3 éléments-là, vous allez pouvoir être sûr d'avoir une communication impactante. Comment faire? Pour la communication paraverbale, il faut impérativement que vous ne parliez pas sur la même ligne directrice à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut voir impérativement votre communication comme une montagne russe. À un moment, ça va monter tout doucement et puis ça redescend d'un coup. Ensuite, ça part là, ça va en bas, ça fait des loopings, ça va en haut, ça redescend en bas. La personne ne doit jamais être en mesure de deviner quelle sera la prochaine intonation. Parce que si vous parlez comme ceci, de manière monotone tout du long de votre présentation et que vous pitchez votre offre comme cela, inévitablement, la personne se lassera de ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour le closing, mais c'est valable pour toutes les interactions sociales. Et à chaque fois, vous êtes amené à prendre la parole. Alors, moi, je vais vous donner un conseil que vous allez d'ores et déjà pouvoir appliquer. C'est tout simplement, avant une phrase importante, de toujours laisser un petit silence. Parce que le silence avant une phrase importante permet de créer de la profondeur, de casser le rythme. C'est-à-dire que, imaginons, il faut être courageux. OK. C'est-à-dire que dans ma présentation, je vais vous dire, je vais commencer à parler un petit peu vite. Alors, hier, j'ai croisé un chevalier lorsque je me baladais au Moyen Âge et il m'a fait comprendre une leçon essentielle, c'est que il faut être courageux. Et là, vous voyez que le il faut être courageux, il a beaucoup plus de profondeur que si j'avais continué sur la même intonation, sur la même intensité tout du long. C'est pour ça qu'avant une phrase importante et après la phrase importante, il est primordial de laisser juste un temps de silence. C'est ce qu'on appelle les cassures. Et ces cassures-là, c'est ce qui vous permet de capter l'attention tout du long de votre présentation. Si vous êtes toujours sur la même base, inévitablement, vous allez terminer par ennuyer les gens qui vous écoutent. C'est pour ça que c'est primordial d'avoir des cassures. Et ces cassures-là, elles peuvent être par les émotions que vous faites ressentir au prospect. Vous pouvez structurer votre discours par émotion. Moi, c'est ça que j'aime bien faire. C'est-à-dire que dès les premières secondes, son but est de capter l'attention et d'entrer en étant presque ami avec la personne, de montrer ce qu'on appelle le capital sympathie. C'est ça qui fait que dès les premières secondes d'interaction, on a envie de vous écouter, peu importe le contexte. On se fait une première impression sur quelqu'un en moins de 7 secondes, et c'est pour cela que vous devez impérativement de votre côté, dès 7 secondes, être capable de vous montrer avec un capital sympathie supérieur à la moyenne. Si vous avez un capital sympathie supérieur à la moyenne, alors on aura envie de vous écouter. Mais sauf qu'on ne va pas rester sur un capital sympathie tout du long, avec une émotion peut-être un petit peu blagueur, un petit peu joueur et un petit peu décontracté. Le but, c'est de structurer son discours à travers plusieurs émotions. Au début, peut-être que vous allez commencer à travers l'émotion humoristique, mais il est important ensuite de casser ça avec peut-être quelque chose d'un peu plus concret.
ensuite peut-être un peu plus dramatique, ensuite une émotion un peu plus envieuse pour permettre à la personne de se projeter et d'avoir envie dans la méthode que vous êtes en train de proposer. Ensuite peut-être de la colère vis-à-vis de sa situation. Ensuite, peut-être de l'espoir vis-à-vis de la situation qu'elle pourra atteindre. Le but, c'est de structurer également son pitch et son discours à travers plusieurs émotions. Et quand vous êtes capable de faire ça, alors vous êtes capable de passer d'un discours monotone sur une seule ligne à un discours qui va en haut, qui va en bas, qui fait des loopings, qui va à gauche, à droite, etc. Ça, c'est primordial également. Est-ce que vous avez tous bien compris? Yes, all right. Parfait, 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 parfait. Nickel, il y a des pouces qui explosent dans tous les sens. C'est parfait. Ensuite, pour l'exercice que je vais pouvoir vous donner pour la communication paraverbale, c'est un exercice qui peut paraître un petit peu, comment dire, perturbant, mais qui est super pertinent à faire. C'est l'exercice de l'acting. C'est-à-dire que vous allez demander à ChatGPT, génère-moi un texte à lire avec plusieurs émotions différentes. Vous pouvez même prendre une histoire ou même prendre un poème ou peu importe. Et votre but, ça va être de jouer ce texte avec tous les différents types d'émotions à chaque fois. Jouer le texte de manière séductrice, jouer le texte de manière énervée, de manière amoureuse, de manière joyeuse, de manière pleureuse, envieuse, avec de la jalousie. Le but, c'est que vous soyez capable d'incarner réellement l'émotion que vous avez envie de faire transparaître avec votre communication paraverbale. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être séducteur, peut-être que je vais prendre une voix un peu plus basse et je vais parler comme ceci. Et si j'ai envie d'être un peu plus énervé, je vais prendre une voix un peu plus colérique. Si je vais avoir envie d'être un peu plus autoritaire, je vais parler calmement, mais fermement, parce que c'est important. Le but, c'est que on sente à travers votre intonation l'émotion que vous avez envie de faire ressentir à votre interlocuteur. Et ça, c'est un game changer. Parce que la plupart des gens, leur intonation, elle ne suit pas ce qu'ils ont envie de dire et l'image qu'ils ont envie de renvoyer. Donc si vous êtes capable de faire ça, vous vous différenciez de la plupart des gens. Ensuite, il y a la communication non verbale. Ouais, dis-moi, Akram. Et juste pour rajouter, les gars, et ça, là, ce qu'il dit Naïm, c'est super deep et super puissant parce que c'est ce qui va vous éviter toute rationalisation. Parce que si tu poses une question profonde à ton prospect qui n'a pas l'intonation qui vient derrière, c'est comme si tu lui posais une question dans le vide. Par contre, quand tu t'intéresses et que tu as l'intonation, comme il dit, de gars étonné, ok, ça fait 3 ans que tu subis ces situations. Là, le gars, il va le ressentir, il va se dire, ah, il y a des émotions, ça se transmet. Donc écoutez-le bien, là, ce qu'il est en train de dire, c'est deep. Ouais. Et surtout que, en fait, le truc, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'est être un bon orateur. C'est qu'un bon orateur, c'est pas seulement être capable de bien parler, mais c'est surtout être capable de bien écouter. Plus vous écoutez, on a deux oreilles, on a une seule bouche, c'est pas pour rien, plus vous êtes capable de faire preuve d'intelligence sociale et de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous. C'est primordial. Parce que, comme vous le savez, on est tous différents. Là, ce soir, je vois 19. Donc, on est 19 personnes différentes, chacun pense différemment, chacun a une vision de voir les choses et surtout, chacun a une sensibilité. Et c'est pour ça que c'est important de s'adapter à chacune des personnes. Si vous êtes avec quelqu'un qui est un petit peu plus, je veux dire, dans sa façon de communiquer, un petit peu plus réservé, vous allez adapter votre communication, votre timbre de voix à cette personne-là pour que la personne soit capable de se sentir comprise. C'est le plus gros levier que vous pouvez actionner. Le fait de faire sentir à la personne que vous la comprenez. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr que la personne vous fait confiance. Parce que c'est bien beau de dire, OK, tu peux me faire confiance, aujourd'hui je vais t'accompagner à faire ci ou à faire ça, je vais changer ta vie. Mais si tu n'es pas capable de te mettre sur le même fuseau horaire qu'elle lorsque tu prends la parole, alors tu peux être sûr que la personne ne te fera jamais confiance à 100%. On aime les personnes qui nous comprennent. Donc, comprenez les gens, écoutez 2 fois plus que ce que vous communiquez. Et vous verrez, ce sera un game changer. Deuxièmement, la communication non verbale. Bon, vous avez à la fois de la chance et pas de chance, vous êtes en visio. Donc, on ne voit pas votre ancrage au sol, on ne voit pas votre posture et vous ne pouvez pas déployer l'entièreté de votre charisme oratoire. En revanche, vous avez quand même une certaine posture à avoir, une manière de vous habiller. Euh, Ça déjà, ça peut peut-être faire chier, mais si là j'avais, je vous dis une bêtise, un maillot de foot, peut-être que je n'aurais pas la même crédibilité qu'en chemise. Et c'est la même chose lorsque vous êtes en appel de closing. Si vous êtes torse nu, par exemple, la personne aura moins envie de vous faire confiance que si vous êtes habillé avec une chemise et avec un petit nœud papillon. Sans en faire trop, évidemment. Le but étant de s'adapter au contexte. Plus vous êtes adapté au contexte, plus la personne vous fait confiance. Le but, c'est de créer, si vous voulez, comment est-ce que je peux appeler ça?
Ouais, tout simplement que vous soyez en adéquation avec la situation. C'est pour ça qu'il faut comprendre le contexte. Plus vous comprenez le contexte, plus vous êtes capable de vous accorder au contexte. Et il y a un élément qui est vraiment ouais, augmenter sa valeur perçue également, ouais, bien sûr. Mais il y a un élément qui est trop important et que la plupart de nous et de vous et de tout le monde néglige énormément, c'est que lorsque vous parlez, parfois, vous allez être confronté à un prospect qui va être réticent ou à un prospect qui vous challenge ou à un prospect qui peut-être même parfois vous manque un peu de respect. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois. Et encore avant-hier, j'assistais à un closing d'un ami à moi. Et au moment où le prospect se braque contre lui, le closer lui répond: «Oui, mais moi, t'inquiète pas, hein, je suis pas là pour te vendre quoi que ce soit ou faire ou essayer de te convaincre, peu importe.» Et il a essayé, à travers son verbal, donc les 7 de lui faire comprendre qu'il n'était pas là pour lui vendre quoi que ce soit et également qu'il n'était pas braqué vis-à-vis de la phrase qu'il avait eue, mais son corps disait tout le contraire. C'est-à-dire que depuis le début de l'appel, il avait une attitude où il était assis de manière calme sur son fauteuil et à partir du moment où le prospect a commencé à le challenger un peu, il a commencé à se déplacer, il commençait à bouger, il commençait à se toucher les mains, il commençait à se gratter derrière, à faire des gestes comme ça, à tourner en rond et c'est là qu'on comprend que le verbal en soi, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si votre corps parle différemment de vos mots, alors vous renverrez l'image que votre corps a envie de renvoyer. C'est pour ça qu'il est important de toujours faire en sorte que votre communication non verbale soit alignée à votre communication verbale. Alors, pour ceci, ne faites pas de gestes superflus. Faites des gestes lents. Plus vous bougez de manière un petit peu vite, avec des gestes un petit peu désordonnés avec vos mains, les mains qui vont là-bas, les mains qui font ci. Il y en a beaucoup, on a l'impression qu'ils sont en train de jouer de la guitare quand ils parlent avec leurs mains. Non, les gestes sont structurés, vous bougez lentement et généralement, le but étant qu'il y ait une certaine symétrie entre vos deux mains. Lorsqu'il y a une symétrie entre vos deux mains, alors vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est beaucoup plus confiant et en plus de ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir une symétrie entre vos deux mains plutôt qu'il y ait une main qui parte là et une main qui parte là-bas. Certaines symétries, les mains juste au niveau, au-dessus du nombril, au niveau du plexus solaire et là, vous pouvez dégager vraiment l'assurance que vous avez envie de renvoyer tout en restant droit, en étant ancré, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas debout et qu'on est assis alors qu'on va se balancer et qu'on n'est pas ancré, parce que votre corps parle à la place de vos mots. Donc c'est primordial que d'avoir une communication non verbale qui est en adéquation avec votre communication verbale. Et dernier point, la communication non verbale se voit également aussi sur le visage. Un sourire, ça communique. Un regard, ça communique. Des expressions faciales, elles communiquent énormément. Donc n'hésitez pas à créer de la profondeur également avec votre regard, avec votre sourire quand vous voulez vous montrer un peu plus sympathique. Le but, c'est que votre corps, ou plutôt que vos mots accompagnent votre corps et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on communique d'abord avec le corps et ensuite les mots parlent. Et vous verrez que ça changera énormément votre prise de parole. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez des questions par rapport à tout ça? Ah, c'est clair. C'est très clair? Parfait. On va voir un dernier point parce que pour beaucoup, et en plus de ça, on va faire un jeu si vous voulez. Je ne sais pas si à Cram vous avez le temps de faire un petit jeu, mais moi je suis chaud de faire un petit jeu. Je vous explique les règles et c'est un jeu sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner. Est-ce que Let's ça go. vous va? Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Qu'est-ce que vous en Ok, pensez? Let's go. ok, parfait. Alors, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on prend la parole, parfois on va être là, on va pas savoir quoi dire. On va manquer de spontanéité, d'improvisation. Peu importe comment vous souhaitez l'appeler, de tchatch. Peu importe comment vous souhaitez l'appeler. Mais par exemple, moi, là, le cours que je suis en train de vous faire, j'avais pas prévu exactement ce que j'allais vous dire. J'ai lu les problématiques qu'Akram m'a transmises. Et ensuite, à partir de ça, je vous envoie un maximum de moi à l'instant T. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est inédit et je ne reproposerai plus jamais la même chose. Parce que je suis ancré pleinement avec l'instant présent. Et je vous délivre la valeur que j'ai à vous apporter aujourd'hui à 100% de mon état physique et de ma forme intellectuelle de ce jour-là. Et pour beaucoup, on va avoir du mal à être capable d'improviser et de parler comme ça longtemps en ayant une certaine structure narrative. Et pour ça, il y a un jeu qui existe. Mais avant de vous parler de ce jeu, il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. C'est que être capable de faire preuve de tchatch, d'improvisation, ça relève de deux facteurs clés. Le premier, la substance, c'est-à-dire l'entièreté des informations que vous avez en votre possession, vos connaissances, toutes les connaissances que vous possédez, vos techniques de vente également.
toutes les références littéraires, philosophiques, culturelles que vous possédez. Et d'un deuxième élément, la créativité. Parce que cette créativité-là, elle vous permet de faire en sorte que tous ces éléments-là dont vous avez parlé, vous sachiez, plutôt que vous soyez en mesure de, à l'image d'un puzzle, de les emboîter les unes avec les autres pour qu'il y ait des ponts et des suites logiques entre les différentes parties. Si vous avez créativité et substance, alors vous avez tout pour être un très bon improvisateur, quelqu'un qui a la tchatche et qui est capable de rebondir peu importe le contexte. Et pour ça, je vais vous proposer un jeu qui vous permettra de rebondir, peu importe le contexte, sans avoir de bah, de tics de langage, des choses qui vont vraiment, vulgairement, je ne sais pas, niquer, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots, votre présentation, mais qui vont vraiment la rendre bien moyenne que ce qu'elle n'est. Et ce jeu-là, c'est ce que j'appelle le jeu des 30 secondes. C'est-à-dire que moi, je vous donne un mot au hasard, et pendant 30 secondes, il faut que vous soyez capable de rebondir sur ce mot au tac, sans faire de bah, de tics de langage, et que justement, tout ce qu'on a vu auparavant, la communication paraverbale, les variations, l'intonation, le rythme, le débit, toutes ces choses-là, il faut que vous soyez capable de les remettre en pratique directement. Est-ce que ça marche pour vous? Allez, let's go, les gars. Hein. Yes, let's go. Et après, je vous présenterai on le fait comme ça de manière facile, et ensuite je vous présenterai une manière de le faire qui est un peu plus compliquée et qui pourra vous challenger et qui vous aidera à faire des ponts. Ah, vous savez quoi? Je vais commencer. Hein. Akram, est-ce que tu te sens de me donner un mot au hasard? Comme ça, je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on est censé faire. Vente. Ok, nickel. La vente. La vente, qu'est-ce que c'est? C'est déclencher une réaction chez le prospect. En l'occurrence, déclencher ce qu'on appelle la vente. On se retrouve généralement, comme on est en train de le faire, soit en visio, soit IRL dans la vraie vie. Et le but, c'est de connecter avec la personne, de comprendre ses douleurs, de comprendre ses problématiques, et à l'issue de ça, de lui proposer la solution la plus pertinente et la plus adaptée à sa situation. Vendre, c'est comprendre les problématiques de son prospect, en faire ses problématiques à soi pour trouver les résultats, pour trouver la solution qui lui correspondra le mieux. On ne vend pas pour vendre, on vend pour aider. Ça, tu vois, là, le but, c'est d'être capable d'improviser à partir d'un mot au hasard. Là, j'ai fait la partie concrète. Parce que je vous ai dit, il y a une version un peu plus compliquée, un peu plus challengeante. C'est de passer par l'univers concret, ensuite l'univers émotionnel et ensuite l'univers symbolique. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais pu faire là? Là, j'ai décrit ce que c'était que la vente. Ensuite, je peux passer sur l'émotionnel. Et puis moi, lorsque j'étais plus jeune, c'était mes cartes Pokémon que je vendais. Je me rappelle, j'étais à l'école primaire et j'avais Dracofeu en carte X et elle était tellement belle, tellement puissante que je l'avais troquée. À l'époque, c'était ça notre vente à nous. C'était on troquait. Je l'avais échangé contre Bulbizarre et contre Salamèche. Et en réalité, je me suis fait totalement arnaquer et si j'avais su, je n'aurais jamais fait cette erreur-là. Ensuite, je passe de l'émotionnel au symbolique. Et cette erreur-là, je l'ai faite. Et maintenant qu'elle est faite, eh ben, c'est pas grave. Parce qu'on apprend toujours à travers l'erreur. On n'apprend rien de réussite. On apprend toujours de l'échec. Et c'est bien parce que j'ai appris de cet échec-là qu'aujourd'hui, je suis capable, dans ma vie, aujourd'hui, de me servir de chacun de mes échecs et d'en tirer des conclusions qui me permettent d'avancer. Voilà. Et là, j'ai fait concret, émotionnel, symbolique. Ça vous aide à faire des ponts entre toutes les parties. Est-ce que vous avez compris? Ok. C'est deep, c'est deep. Au début, vous allez galérer. Le but, c'est de ne jamais dire de bas, de tics de langage. Au début, vous allez vous foirer, ça va être compliqué. Mais plus vous allez répéter, plus vous allez être capable de rebondir, peu importe ce qu'on est en train de vous dire. Ça, c'est Qui se lance en premier? Vas-y, Adrien. Vas-y, je peux essayer, mais moi, justement, c'est ma pire, c'est le pire exercice pour moi, ça. Alors, je me mets sur ta cam. Ok, let's go. Let's go, let's go. Juste pour redéfinir l'exercice. Donc là, tu vas me donner un mot. L'idée, c'est que je rebondisse et que je parte, entre guillemets, en freestyle sur ce mot-là de manière 30 secondes. intelligible. Ouais. 30 secondes, sans tic de langage, en étant confiant, en étant tout le temps assuré. Et ça va travailler ta posture. Hein. Tu vois, même si parfois je savais pas ce que j'allais dire après, vous ne l'avez jamais vu que j'étais en train de douter et que j'étais en train de réfléchir parce que j'ai continuellement gardé le contact visuel et la posture que j'avais dès le départ. Par exemple, j'étais comme ça dès le départ. Pendant que je réfléchissais, je me suis pas mis à faire ça, on aurait directement su. Et c'est exactement ça que tu vas devoir faire. Ce qu'on fait, c'est que la personne qui passe donne un mot à l'autre. Étant donné qu'Akram, c'est toi qui as choisi Adrien, je te laisse lui donner un mot. Argent. L'argent.
L'argent, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. C'est un moyen d'échanger, mais c'est aussi un moyen de troquer des éléments entre eux. C'est quelque chose qu'on cherche, qu'on apprivoise, qu'on cultive. Mais qu'est-ce que l'argent au final? L'argent, c'est le fruit d'un effort, c'est le fruit d'une intelligence. Euh, Ça nous permet soit de faire de nous de meilleures personnes, de l'utiliser comme moyen d'aider. Ah, c'est bon. Top, nickel. Ouais. Un conseil, ça servira à tous les autres. Quand tu es en train de réfléchir comme ceci, maintiens le contact visuel et maintiens le même timbre de voix assuré que tu avais dès le départ. Ok. Parce que peu importe en réalité, si tu es en train de prendre des temps de pause, c'est pas grave. On est tous en train de réfléchir, on ne réfléchit pas tous à la même vitesse. Par contre, ce que tu peux contrôler, encore une fois, ton homéostasie, c'est ta manière de te comporter vis-à-vis de tout ça. Donc, reste calme, reste ancré, reste fixe, peu importe si tu es en train de réfléchir. S'il y en a d'autres qui veulent s'exercer, c'est le moment. Non, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exercer, guys, ou est-ce qu'on peut passer au Q&A? Je Sinon, pense. on Ouais. passe aux questions-réponses. Hop, ça, je me mets. Mais Est-ce que- voilà, le but, c'est que vous compreniez bien en fait comment ça fonctionne exactement, le jeu dont je vous ai parlé. Et c'est un jeu que vous allez pouvoir réutiliser en fait au quotidien. Alright, bah let's go, hein, Q&A. Ouais, Naïm, j'ai une question. Mm. Selon toi, comment on peut enlever tout ce qui va être mots de répétition? Tu sais, par exemple, moi, quand je regarde mes appels, quand je fais des réécoutes, sur le moment, je ne m'en rends pas compte, mais il y a beaucoup de mots que tu vas réutiliser sur un espace peut-être d'une minute, tu vois, comme les du coup, et donc, ce genre de mots qui revient et qui, quand tu te réécoutes, bah, à l'oreille, ça sonne pas forcément bien, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Bien sûr. Alors, tous ces mots-là, parasites, entre guillemets, il faut absolument tous que tu les repères. Une fois que tu les as tous repérés, tu les notes tous. Tu peux les mettre dans un prompt IA et tu dis à l'IA de te sortir des mots équivalents qui renvoient exactement à la même chose, mais qui ne sont pas des mots parasites, ou alors du moins qui sont des mots un peu plus précis et qui touchent pile poil à la situation que tu as envie de mettre en avant. Et ensuite, tu fais cet effort-là de toujours être capable de utiliser ce mot-là et de le remplacer justement par le mot adéquat. Ok, top. Et retiens que souvent, hein, le mot parasite n'est des parasites que dans la bouche de celui qui n'est pas confiant dans ce que tu dis. Tu peux dire un un bas de temps en temps, c'est pas problématique. Tu peux dire un en gros ou un du coup, c'est pas problématique. Si c'est pas tout le temps. Ou tu peux même dire un tu vois. Il y en a, ils aiment bien répéter tu vois, tu vois, tu vois. C'est pas problématique s'il y en a de temps en temps. C'est encore une fois une question d'équilibre, d'homéostasie. Si 90% tu parles bien, 90% du temps tu parles bien, 10% du temps tu as le droit d'utiliser des mots comme ceci. Et si tu es confiant et que tu es aligné avec ce que tu dis et qu'il n'y a pas de changement dans ton intonation, dans ton paraverbal et dans ton non-verbal, alors c'est pas un problème. Ok, top, merci. Yes, Adrien. Moi, une question un peu plus pratique, c'est comment on peut implémenter ça dès à présent et comment pouvoir aussi, parce que je pense que comme tu as dit, le volume, c'est le volume et la répétition qui permet vraiment d'inscrire ces nouveaux comportements et ces connaissances dans notre parler et dans nos appels de vente. Quels seraient pour toi les exercices qu'il faut faire de manière journalière ou fréquente pour pouvoir implémenter ça et en bénéficier très rapidement ou le plus rapidement possible dans nos appels de vente? Ok. La meilleure façon de progresser rapidement, c'est l'écriture. Les gars, honnêtement, moi, je vous le dis, c'est pas du bullshit. Si vous écrivez une page par jour, tous les jours, vous allez voir que ça va transformer votre prise de parole et votre communication. Ensuite, comme Catherine est en train de le dire, l'exercice de l'acting, celui dont je vous ai parlé. Entraînez-vous à acter, ou plutôt à jouer des émotions différentes par rapport à des textes différents. Quand vous vous entraînez à jouer des textes différents, des émotions différentes, vous allez progresser inévitablement très rapidement. Et également le jeu des 30 secondes dont je vous ai parlé et votre capacité à supprimer tous les E, bas, les tics de langage. Vous pouvez également parler face caméra. C'est un exercice qui est compliqué, mais c'est un exercice, s'il est fait de nombreuses fois, qui vous permet d'améliorer drastiquement votre capacité à articuler vos idées, à articuler au sens figuré, au sens propre, euh, pour vous permettre d'avoir une communication beaucoup plus claire et précise. C'est-à-dire le face caméra. Bah, là, c'est-à-dire que tu te filmes, tu peux te filmer pendant 3, 4, 5 minutes, face caméra debout ou alors face caméra assis et traiter d'une problématique et parler pendant cette problématique pendant 2, 3, 4 minutes en supprimant tous les tics de langage. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices
Mais le conseil que je peux vous donner, c'est comme pour tout. Si vous allez à la salle, plus vous soulevez de poids, plus vous avez de chances de gagner en muscle. En communication, plus vous parlez, plus vous avez de chances de bien parler. Donc parlez souvent. Est-ce que toi, là, tu fais un effort conscient pour pouvoir t'exprimer de la sorte ou est-ce que c'est quelque chose qui est passé dans le subconscient ou tu fais naturellement? Bah, là, je fais un effort parce on est 19, on est en train de parler tous ensemble. Sinon, évidemment que parfois, je vais mettre plus de temps à réfléchir ou je vais être dans mes pensées. Donc là, je suis concentré dans ce que je suis en train de dire. Mais je parle pas toute la journée de manière aussi précise, évidemment. Mais cet effort-là, il me demande beaucoup moins d'efforts que ce qu'il m'aurait demandé il y a quelques années en arrière. Et également, quand là, je suis à 100% de mon potentiel, le 100% de mon potentiel actuel, j'aurais jamais pu avoir ça il y a 2 ans en arrière. C'est-à-dire que le 100% de mon potentiel il y a 2 ans, c'était peut-être le 20% de mon potentiel actuel. Donc c'est pour ça que vous devez impérativement continuellement progresser sur cet aspect-là. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pu drastiquement monter en compétence et atteindre ce niveau-là en 2 ans? Hmm. Bah, c'était en plus de 2 ans, mais c'est tous les exercices que je vous ai donnés. Ok. Depuis le départ. Après, il y a également en fait, le fait de honnêtement de recevoir des feedbacks. Moi, je recevais pas mal de feedbacks parce que j'avais des cours d'éloquence. Donc ça, c'est évidemment une plus-value que, tout le monde n'a pas le luxe d'avoir. Également, bah, j'ai fait des concours d'éloquence. Donc quand je fais des concours d'éloquence, tu es filmé. Moi, je regardais toutes mes vidéos de discours 5, 10, 15, 20 fois. Donc je savais que à tel moment précisément, j'aurais pu modifier très légèrement le timbre de ma voix pour donner une émotion totalement différente. Et au fur et à mesure, à force de visionner, à force d'avoir des feedbacks, auto-feedback et feedback extérieur en permanence, bah forcément, tu finis par progresser. Couplé à ça, à des sorties de zone de confort, au fait de renforcer mon identité, au fait de me challenger, au fait de m'exposer graduellement et progressivement au stress, toutes ces choses-là font que tu es inévitablement obligé de réussir. Vous m'entendez? Yes. Ouais, c'est bon. J'avais une question, Naïm. C'est tout à l'heure tu parlais par rapport au stress. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire, par exemple, dans le closing, quand tu arrives dans un call et que tu commences à stresser, par exemple, s'il y a un enjeu ou si tu démarres sur une offre, pour faire en sorte que bah, ton stress, il soit pas perceptible pour le prospect. Tu te mettes pas à bégayer et que tu restes quand même ancré, même si au fond de toi, tu stresses et tu doutes. Mmh. C'est compliqué, hein, parce que le travail du stress, généralement, il se fait en amont. Après, évidemment que pendant l'appel, c'est pas mort si tu commences à stresser. Le but, en fait, c'est de faire un travail pour le camoufler. Parce que le stress, tu pourras pas l'enlever. Et ce travail-là, pour le camoufler, c'est totalement, en fait, d'aligner, en fait, ta communication non verbale et paraverbale à l'énergie que tu as envie de renvoyer. Tu as envie de renvoyer l'énergie de quelqu'un qui a confiance, qui est assuré. Donc, fais en sorte que ton corps et que ton paraverbal et que tes mots soient forcément alignés avec l'image que tu as envie de renvoyer. Après, pour faire, par rapport au stress, il y a l'exposition progressive dont je t'ai parlé. Le but étant de s'exposer progressivement, graduellement au stress pour que, in fine, ce soit plus un problème pour toi. Et également, ce que tu vas pouvoir faire, c'est, en plus, Akram en parle ouais, t'en parles pas directement dans une de tes vidéos, mais il y a un concept à toi que j'ai trouvé super pertinent. C'est, tu fais, ferme les yeux, si tu vois que du noir, tu vois de quoi je parle ou pas? Ouais. Bah, Akram, il disait, ferme les yeux, ouvre les yeux, cherche que du noir, tu vois que du noir partout, refais le même exercice. Ferme les yeux, ouvre les yeux, cherche que du blanc, bah, tu vois que du blanc partout. Donc, si tu te concentres sur le noir, tu vois que du noir. Si tu te concentres sur le blanc, tu vois que du blanc. On peut faire exactement la même chose pour le stress, c'est-à-dire que avant l'appel, concentre-toi sur tous les aspects positifs, c'est-à-dire à quel point tu vas être capable d'apprendre, à quel point même si tu closes pas, c'est pas un problème parce que tu monteras en compétence, à quel point tu vas te challenger, à quel point ça va être un exercice pour toi qui va te permettre d'améliorer ta diction et ta capacité de persuasion. En fait, il faut que tu te concentres que sur ça, que sur le blanc. Et le noir, le négatif, bah, au pire, tu closes pas. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, tu closeras. Donc, si tu te concentres sur ça, bah, en fait, ça devient un exercice et le stress ne t'handicape plus. Au contraire, il te stimule. Ok. Yes, Clémentine. Est-ce que Clémentine veut rentrer? Yes. Ouais, je suis arrivée en retard, donc j'espère que c'est pas quelque chose que tu as déjà, enfin, dont tu as déjà parlé. Mhm. Quand j'enchaîne plusieurs calls de vente, au bout d'un moment, j'arrive sur mes calls et j'ai l'impression de dire n'importe quoi parce que je pense que je suis fatiguée et je suis plus à 100%. Et du coup, je fais des phrases sans fin, etc. Est-ce que tu as quelque chose qui me permette de revenir, genre là, maintenant, tout de suite, de me reconcentrer, d'arriver à faire des phrases qui ont du sens?
On en a parlé en tout début de l'appel, t'as tout loupé. Ah mince. Je Ok, je bon, rigole, je je regarde en plaisante. Je replay. plaisante, je Ah. plaisante, je rigole avec, je rigole avec toi. Alors, bah ça c'est normal, hein, si en fait tu es tout le temps dans une situation, enfin, où ça te demande quand même beaucoup de concentration, hein. Et même moi, en fait, quand je dois enchaîner des appels comme ça, que ce soit de prospection ou des appels de coaching, bah à la fin de la journée, je suis KO. Je suis KO et j'ai plus la même énergie cognitive, la même concentration. Ça c'est normal. Et toi, du coup, tu me disais, comment est-ce que tu fais? Oui, tu as des phrases à rallonge. Alors, le but, c'est que tu vois ta phrase. Alors, ça va être tout con, ça va être tout simple ce que je vais te dire. Mais que tu vois ta phrase comme elle est. C'est-à-dire une phrase, ça commence par une majuscule et ça termine par un point. Et souvent, on le comprend à l'écrit, mais on le comprend jamais à l'oral. Et il faut faire des phrases courtes. C'est la chose qui va te permettre de garder ton énergie mentale. Plus tu fais des phrases courtes, plus ça te permet d'être percutante et que la personne comprenne simplement l'idée que tu as envie de lui véhiculer, plus ça te permet de conserver ton énergie et plus ça te permet en fait de comprendre tout simplement ce concept de la phrase à une majuscule. Donc on sait que tu commences ta phrase, mais surtout, on sait que tu la termines. Ok, donc je me force à raccourcir mes phrases et ça me permettra d'éviter de partir dans tous les sens. Ben, en fait, trop parler, ça n'a jamais été une solution. Mm. C'est-à-dire que surtout, en fait, un bon orateur excelle à travers les silences. Et un bon orateur, c'est celui qui est capable de simplifier une idée complexe en une seule phrase. Donc fais ce travail-là. Simplifie une idée complexe en une seule phrase, tu garderas en énergie et tu augmenteras ton impact. Très clair, merci. Pas de souci. Yes, Adrien. Ouais, je voulais juste revenir, c'est sur parce que tu parlais, du livre Influence et manipulation, je crois, ou persuasion. Je vois le titre que tu as évoqué. Est-ce que tu as d'autres références, qui peuvent aider justement à, ou des ressources, que ça soit des personnes à suivre et cetera qui Mmh. peuvent justement nous en apprendre plus sur l'éloquence? Et deuxième question, est-ce que, heu, pratiquer l'éloquence de manière un peu plus structurée dans le sens où on va prendre des cours et cetera, ou faire du théâtre ou des choses comme ça peuvent être vraiment pertinentes, ou tu penses que simplement des exercices comme ceux que tu as évoqués peuvent être largement suffisants pour, un closer? Mmh. Alors, je vais commencer par ta deuxième question. Bah, en fait, ta question, il y a pas de question bête, mais en fait, tu as la réponse à ta question directement. C'est que là, demain, tu as envie de jouer la Ligue des champions et d'être un top footballeur, par exemple. Tu as envie d'être Cristiano Ronaldo. Bah, évidemment que tu vas devoir en fait fournir le maximum d'efforts, footballistiquement parlant, pour atteindre le meilleur niveau. C'est pareil en éloquence. Tu peux progresser, évidemment, en lisant des livres, en ayant les bonnes ressources, en t'entraînant avec les méthodes que je t'ai données. Après, pour devenir, si tu veux, le Cristiano Ronaldo de l'éloquence, bah là, en fait, il va falloir avoir les bonnes méthodologies et optimiser un maximum ta progression. C'est comme pour le closing, par exemple. Si aujourd'hui vous êtes là avec Akram, c'est certainement parce que vous avez envie de devenir des top closers. Si vous avez envie d'être des closers moyens, bah, vous aurez appris le closing par vous-même. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir les bonnes ressources au bon moment. Ensuite, pour revenir sur ta question première, bah, la meilleure personne à suivre, c'est moi. Vous pouvez vous abonner à moi, les gars. Ça sera avec plaisir. Et en termes de livres, de ressources que je peux vous conseiller, le meilleur livre, c'est celui qui vous plaît, c'est celui que vous aimez lire, parce que la lecture, c'est primordial. La lecture, ça permet tout un tas de choses, de mieux penser, de mieux réfléchir, de mieux structurer sa pensée. Et moi, mon livre préféré, en plus de ça, je l'ai mis en story hier, c'est Martin Eden de Jack London, qui est un livre difficile à lire, de 600 pages, où c'est écrit un petit peu de manière hard, comme on dit dans le jargon. Mais le livre est incroyable. Incroyable. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je vous ai apporté un maximum de valeur et que vous êtes satisfait aujourd'hui de l'échange qu'on a pu avoir? Bien sûr. Yes. Ça fait plaisir. Yes, Kevin? Yes, moi, ce serait plus dans l'utilisation pendant la création de contenu. Hmm. Tu vois, l'idée, c'est de captiver l'attention un maximum pendant tout ton réel. Mais du coup, à un moment donné, tu parlais de, tu sais, l'intonation, Mhm. tu vois, les montagnes russes. Comment tu l'utiliserais dans un réel pour vraiment te dire, OK, je capte son attention du début à la fin? Alors, dans un réel, si ton but, toi, aujourd'hui, est de capter l'attention lorsque tu parles et tout du long du réel, le but étant de procéder comme, euh,
Est-ce que tu vois les structures de réel qui fonctionnent bien? C'est les structures où, au début, il y a un hook puissant, et puis ensuite, après ça, quelques secondes après, il y a une relance, et puis il y a une deuxième relance, et puis à la fin, on finit en beauté pour garder un maximum de rétention. Ça, c'est la structure classique. Mais le but étant que grâce à ta communication, tu viennes renforcer, que tu viennes amplifier cette structure-là classique. Grâce à une intonation, à un charisme oratoire, à une élocution qui va en fait dans le sens de cette structure-là. Lorsque tu prends la parole sur un réel, le but, c'est de se montrer un minimum polarisant, pas polarisé pour polariser, mais polarisé pour faire en sorte de capter l'attention. Avoir une petite touche de clivance, c'est-à-dire quand tu arrives, il faut que ton hook il soit pertinent, on ait envie de t'écouter lorsque tu prends la parole. Ouais. Et ensuite, quelques secondes après le hook, il faut que tu aies une relance, qu'il y ait une cassure dans ton intonation, soit un silence, qui annonce ensuite une partie qui sera beaucoup plus mise en avant parce que le silence crée de la profondeur. Et après, une ou deux autres relances qui te permettent toujours de continuer dans cette même dynamique-là, pour garder et capter l'attention du spectateur tout du long. Ok, ça c'est du coup dans le verbal, mais du coup, dans le non-verbal, comment tu Hmm. l'utilises? Ouais. Ça dépend, si tu es loin de la cam, si tu es près de la cam. Dans le non-verbal, il y a évidemment en fait, l'énergie que tu vas renvoyer avec ton corps, ça va dépendre en fait, de ta signature et de l'énergie de ta DA en fait, que tu as envie d'avoir dans ton contenu. Si tu as envie d'avoir une DA un peu plus nonchalante, bah, il faut que tu sois en fait, dans Un peu énervé. pas forcément un peu énervé, mais en fait, il faut que tu sois aligné avec l'énergie que tu as envie de renvoyer. Si tu as envie d'avoir une énergie Non, non, je beaucoup plus disais dynamique, dans ma DA, moi personnellement. Excuse-moi, je t'ai coupé. ah, toi, Ouais, c'est ça, c'est un peu, voilà, un peu directif. On donne des conseils sans trop être gentil, tu vois, sans brosser dans le sens du poil. eh ben, C'est ça, vraiment, c'est posture. faut que ton non-verbal, en fait, il soit aligné avec ce que tu t'apprêtes à dire. Si tu as la posture de quelqu'un qui est énervé dans ta manière d'amener les choses, faut que ton non-verbal, il soit également, voilà, que tu sois autoritaire dans ta façon de te tenir, dans ta façon d'amener la chose et dans ta façon de regarder également. Merci. Pas de souci. Let's go. Et franchement, ce que tu dis, Naïm, c'est super important et je le vois parce que l'intonation, ça joue grave un rôle, vraiment. Genre, quand vous êtes curieux, les gars, pour chercher la vérité chez vos prospects, tonalité, curiosity, genre cette tonalité on prend. Si la situation elle est grave, le prospect, voilà, ça l'impacte grave, etc. C'est comment est-ce que ça t'impacte, tu vois? Genre on prend la tonalité dans le pitch, forcément que on va devoir la rassurer. Tonalité de gars rassurant. Tu rassures ton prospect, tu lui expliques les choses, etc. Le brisage de glace, ben, naturellement, tu as la tonalité, comme il dit Naïm, tu es sympa, quoi. Salut, ça va, tu vas bien, etc. Et ça, c'est super important. On n'ait pas la même tonalité durant tout le call. Sinon, vos prospects vont rationaliser, ils ne vont pas vous répondre à vos questions, ce ne sera pas grave, etc., etc. Donc ça, c'est ce que moi, je retiens de cette partie tonalité, on va dire. Let's go. Nice. Quelqu'un vous voulez dire un truc, Naïm? Non, je vais juste dire nice, c'était très clair ce que tu avais dit et c'était pile poil ce dont j'étais en train de parler. Exactement. Donc, est-ce que quelqu'un a des dernières questions pour Monsieur Naïm? Non? Ok. Donc, je vous ai laissé, les gars, pour les infopreneurs, les closers, etc., sur Instagram. C'est en bas. Donc, allez le follow, donnez-lui de la force. Et encore une fois, merci beaucoup, Naïm. Franchement, tu es au top, mec. C'était super. Let's go. On va bientôt se voir. Yes. On se follow sur les réseaux. Yes, nickel, au plaisir, au plaisir. Merci. N'hésitez pas ouais, à aller voir ce qui se fait sur Instagram. Akram, toi aussi, en plus, en ce moment, t'envoies pas mal de création de contenu, c'est lourd. Je suis ce que tu fais. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, les gars, d'entrer en contact également avec vous, de voir vos problématiques, de pouvoir vous aider au mieux. J'ai pu vous délivrer 100% de ce que j'avais sur l'instant T. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous aidera et que ça continuera à vous aider tout du long de votre vie et également de vos futurs closings. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message au besoin. Et en tout cas, Akram, je reste dispo si tu as des questions. Merci. Let's go. On fait comme ça. Merci, l'équipe. Merci à vous. À plus tard. Ciao, ciao.